La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Vous ici, mais vous revoilà en fait semaine après semaine, vous êtes toujours aussi fidèles et vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir. Et d'ailleurs, vous nous soutenez même dans les petits projets un peu fous, dans les trucs qu'on fait pour s'amuser, comme le live qu'on a fait la semaine dernière, vendredi dernier. Vous l'avez peut-être regardé ou en live ou le replay qui est sur notre Instagram. Et si vous avez fait ni l'un ni l'autre, on vous invite à découvrir ce petit replay. Si ça vous a plu, franchement, vous pouvez nous dire un peu quelle autre pâtisserie vous aimeriez qu'on le fasse en live, en battle un peu comme ça. Mais vendredi, c'était sur les pavlova. Et là, aujourd'hui, du coup, on va parler un peu pavlova, n'est-ce pas ? Ouais, on rencontre Marie Stoclet-Bardon, donc la cofondatrice de La Meringuet. Et La Meringuet, c'est un concept de boutique autour de la meringue, comme son nom l'indique, mais surtout une déclinaison des pavlova avec des nouvelles recettes chaque semaine. Et nous, on avait envie de s'amuser à partir du même socle de meringue à faire 2 pavlovas différentes, mais Marie va nous parler bien sûr de l'aspect beaucoup plus business, du concept du monoproduit et de comment on se lance il y a 5 ans pour arriver à 4 boutiques aujourd'hui dans Paris. Ouais, donc une belle réussite. Donc voilà, Marie va vous parler de tout ça. Et on vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'on aura une petite surprise à vous annoncer. J'ai voilà. toujours rêvé de faire ça. Allez, donc bonne écoute et on vous retrouve en fin d'épisode. Bonne écoute. Donc, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver et du coup nous venons de déguster des babkas mais également des pavlovas au goût super originaux et qui fondent en bouche, qui sont délicieuses puisque nous sommes avec Marie, la cofondatrice de La Meringuet. Bonjour Marie. Bonjour Clémence, bonjour Vincent. Est-ce que pour commencer, tu veux bien nous raconter le début de cette aventure qui commence... Ça fait 5 ans que La Meringuet existe, c'est bien ça ? Absolument, on a ouvert notre première boutique dans le 17e il y a 5 ans, pas tout à fait jour pour jour, mais en octobre 2015. Alors l'histoire, en fait, c'est comme beaucoup d'histoires entrepreneuriales, part d'une plaisanterie. J'ai commencé à faire Bon, je suis un peu monomaniaque de gastronomie. J'ai commencé à faire des pavlovas chez moi pour mes invités il y a une dizaine d'années. Et puis mes invités, première pavlova, on léchait le plat. Et donc là, je me suis dit, et j'avais suivi à la lettre la recette, pour le coup, et j'ai commencé à être un peu créative par rapport à la première recette. Donc, une dizaine de dîners après, où en fait, elle était de plus en plus grande. La crème fouettée n'était plus sucrée, elle avait des infusions de citron vert ou de coco. Et mes invités, non seulement léchaient le plat, mais se battaient pour la dernière part. Et mon mari, et maintenant associé, m'a dit, c'est trop bon, il faut en faire un business. Et donc c'est parti de là. C'est comme ça que ça part. Nous, on aime bien quand ça part d'une blague. Tout à fait, c'est une super histoire. Là, tu nous as un peu parlé du lancement de La Meringuet, mais tu as quand même une expérience dans tout un tas de maisons de l'univers gastronomique, de l'univers culinaire, disons, chez Fauchon ou la Maison du Chocolat, par exemple. Du coup, ce qui, je pense, t'a aidé un peu à connaître un peu le milieu, à savoir un peu comment ça fonctionne, j'imagine. Et surtout, tu as un côté hyper entrepreneur, vu que La Meringuet ne suffit pas. Tu as d'autres casquettes. Et est-ce que ce côté entrepreneurial, c'est quelque chose un peu... viscéral. Un appétit sans fin quand on se lance, parce que la meringuée c'était ta première affaire ? Non, alors en fait, je pense que j'ai bu l'entrepreneuriat dans le biberon parce que mon père avait monté sa boîte. Okay. Donc j'ai grandi avec ça et avec le stress dans les années 80 qui était quand même pas très à la mode. Et Benoît, mon mari, est fils de vigneron. Okay. Donc on a tous les deux grandi avec des parents qui étaient entrepreneurs et qui étaient à leur compte. Ouais. Ça nous avait déjà chatouillé, Benoît dans le monde de l'énergie il y a 15 ans et moi j'avais monté mon business aux États-Unis quand j'ai suivi mon mari avec mes enfants. Alors autour de la gastronomie parce que moi mon truc c'est la gastronomie. Et donc La Meringuet on a décidé de le faire ensemble, donc c'est notre 4e bébé à tous les deux. Bon, il commence à grandir pas mal maintenant, on peut dire. Et puis effectivement, quand on a monté La Meringuet, on s'est dit il faut qu'il y en ait un de nous deux qui ait un boulot, parce qu'accessoirement, on n'a pas 22 ans et pas de charge, on a 3 enfants, enfin voilà, ce qu'on a quand on a 45-50 ans. Et donc on s'est dit il faut qu'il y en ait un de nous deux qui trouve un boulot plutôt classique. Et puis évidemment, on se refait pas.
Et j'ai rencontré au détour de mon réseau le patron d'une fondation indienne, qui est un type absolument incroyable et qui m'a mis entre les mains un challenge. Alors là, pour le coup, je suis rémunérée, mais c'est malgré tout un challenge entrepreneurial incroyable avec le café Araku qui vient de cette vallée d'Araku en Inde. Et une aventure de dingue. Donc c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un truc incroyable. En tout cas, merci de parler de ces problématiques qui sont très prosaïques. Et qui sont aussi la réalité de cette vie quand on se lance, et il faut ça, mais ça peut aussi être une aventure, donc ce côté alimentaire, au double sens d'alimentaire, où oui, il faut bien vivre quand on lance un tel projet. Donc on parle de la Meringuet depuis le début. Est-ce que tu peux nous dire déjà combien de boutiques vous avez et rappeler le concept ? Alors la Meringuet, c'est une pâtisserie dédiée à la meringue et à la pavlova. La pavlova, c'est une recette d'origine australienne ou néo-zélandaise, on ne sait pas très bien. Selon les versions. Selon les versions. Inventée par donc un pâtissier australien ou néo-zélandais au début du siècle dernier, en l'honneur d'une ballerine russe, Anna Pavlova, qui avait fait dans la région une tournée triomphale. Et donc la meringue était aussi légère que le tutu de la danseuse. Donc l'histoire est mignonne, et là-bas c'est la bûche de Noël. Ouais, donc en fait, il y en a absolument partout. Je confirme. Ce qui est assez malin de faire ça comme bûche de Noël, parce qu'après un repas de Noël, la bûche crème au beurre, c'est quand même plus compliqué qu'une pavlova. Je ne dirais pas le contraire. Et donc, voilà, du coup, en fait, là, on a dans nos boutiques des pavlovas qui changent toutes les semaines, avec une recette nouvelle chaque semaine selon les fruits de la saison, et une crème fouettée qui n'est pas sucrée, qui va être tantôt infusée avec, par exemple, cette semaine, de la bergamote, ou du citron vert, ou du caramel au beurre salé. Enfin voilà, donc on change effectivement. On a plus de 90 recettes maintenant dans le carton, donc il y en a pas mal. Ouais, ça va. Et pour finir de répondre à ta question, effectivement, on a maintenant 4 boutiques. Donc la première dans le 17e, à Paris, la deuxième rue du Cherche-Midi, pas loin de l'école Ferrandi où vous avez fait vos études, si j'ai bien compris. Tout à fait. La troisième rue des Martyrs dans le 9e, et le dernier bébé, rue Daguerre, ouvert il y a 15 jours, dans le 14e. Ah. Ouais, donc 4 boutiques en 5 ans, c'est que le succès est au rendez-vous. Les gens apprécient la pavlova apparemment. Manifestement, oui. Et alors, il y a aussi un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est est-ce qu'on peut savoir d'où vient le nom de la Meringuet ? Alors la Meringuet, c'est Benoît. Donc en fait, quand il m'a dit c'est trop bon ton dessert, il faut qu'on en fasse un business, 2 mois plus tard, il m'appelle, on était tous les deux au boulot, et il me dit j'ai trouvé, ça va s'appeler la Meringuet. Et je pense que son cheminement intellectuel, c'était la meringue, la cerisée, voilà, la Meringuet. Et le débat qu'on a eu ensuite pendant 3 mois, c'était est-ce qu'il y a un U ou pas ? Et donc on s'est dit, on enlève le U parce que ça fait un nom qui est plus simple en fait visuellement. Oui. Et puis si un jour on va aux États-Unis. Mais attendez, est-ce qu'on peut parler de joie aussi ? Ça fait le mot gai de gaieté quand même. Absolument. C'est vrai. C'est non négligeable. Absolument. Dans cet abandon du U. Et votre logo est aussi très beau d'ailleurs. Oui, là dans les amis qui ont été avec nous en fait au démarrage, il y avait ma petite cousine qui était notre pâtissière, Gilles Marchal, qui est donc un pâtissier absolument incroyable, devenu ami depuis qu'on était ensemble à la Maison du Chocolat, et puis Olivier Desdois qui a créé le logo. Et donc d'ailleurs, tu nous disais que Gilles, au moment où tu avais lancé cette idée, te disait c'est une excellente idée parce que la meringue a été un peu maltraitée. Oui, il disait effectivement la meringue a été oubliée et maltraitée par les pâtissiers, donc vous avez parfaitement raison. Et alors, est-ce que au moment de vous lancer, vous étiez conscient, ou est-ce que vous voyez ça comme un risque, ou de lancer une boutique monoproduit ? Est-ce que ça vous faisait peur ? Est-ce que vous étiez... Est-ce qu'il faut qu'on se diversifie ? Est-ce qu'il faut qu'on propose autre chose à côté de la meringue ou des pavlovas ? Ou alors est-ce que vous étiez en mode, allez, on reste sur notre créneau de la pavlova et... Pourquoi ce choix du monoproduit, même si en effet il y a différentes variantes qui changent toutes les semaines ? Alors il y a 2 questions dans ta question. Il y a la notion de risque et de peur. Ouais. Quand on est entrepreneur, on est un peu dingue. Donc on saute dans la piscine. Alors on va dire, on était des grands garçons et grandes filles. On mesure les risques, mais en fait on les mesure pas vraiment. Parce que, a posteriori. Et tant mieux, parce que sinon on le ferait pas. Sinon on n'y va pas. C'est ce que j'allais dire. Donc je pense qu'on a une caractéristique tous les deux, c'est qu'on n'a pas peur. Et qu'effectivement on s'est dit, on y va, on y croit, et notre produit est incroyable. Le deuxième élément dans ta question, c'est qu'effectivement on est concentré sur la meringue et la pavlova, qui est notre produit star. On n'a
on n'a pas pris ça comme un risque parce que finalement, d'abord, il y avait un certain nombre d'intervenants qui aussi étaient concentrés sur des produits. Je pense à la durée et son macaron, par exemple. On s'est dit aussi, quand on est spécialiste, on fait bien les choses. Et donc, il y a une notion de qualité et d'exigence qui est vraiment importante. Et puis, effectivement, le fait de varier les recettes toutes les semaines, selon la saison, avec des fruits qui sont différents, des crèmes fouettées qui sont différentes, fait que nos clients nous disent que c'est jamais la même chose. Et donc, en fait, on a probablement un certain nombre des avantages de la concentration sur un produit unique en termes de qualité et d'organisation, en n'en ayant pas trop les inconvénients. Et de développement de l'expertise aussi. Absolument. Parce que, est-ce que la recette actuelle de meringue est la même que celle de l'ouverture ? Oui, la recette actuelle de meringue est la même que celle de l'ouverture, mais on la maîtrise encore mieux qu'à l'ouverture, parce qu'en fait, la meringue, c'est la façon... Donc, notre meringue, elle est craquante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. Une fois qu'on a dit ça, il faut qu'elle soit toujours craquante à l'extérieur, toujours moelleuse à l'intérieur, quelle que soit la pression atmosphérique, l'humidité, le temps. Et ça paraît simple, mais en fait, ou quels que soient les œufs, le sucre ou les différents ingrédients qu'on va mettre dedans. Et ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Et en fait, on a eu des phases où, parce qu'il se mettait à pleuvoir des cordes pendant 3 semaines, c'était très compliqué à gérer. Et donc, on a dans nos ateliers des salles à hygrométrie contrôlée. Donc, c'est en fait assez technique. Ouais, donc en fait, il y a eu un process, une technique qui s'est développée autour de la meringue pour faire un peu ce secret qu'a la meringuée pour rendre cette meringue un peu particulière et c'est vrai, hyper moelleuse et hyper fondante. Franchement, pour ceux qui ne la connaissent pas, on valide totalement sur le fait qu'elle est très moelleuse et très légère. C'est quoi le petit secret dans la recette ? Est-ce qu'on peut savoir sur quelle recette on se base ? Allez, on va pas avoir la recette secrète évidemment, mais sur quelle recette de meringue on se base ? Étant donné qu'il y en a 3, il y a la meringue suisse, italienne et française. C'est le moment d'expliquer. C'est vrai. Déjà, petit cours de rappel sur les différentes meringues. C'est moi qui le fais ? Bah oui, on peut le faire à 2 voix. Française, une meringue qui est du coup mélangée simplement avec du sucre au moment où on la monte et qui est cuite a posteriori. La meringue italienne qui va être avec un sirop, donc qui sera cuite au moment où on la monte, vu qu'on va verser le sirop à combien ? À 121 degrés à peu près. On le sort du feu à 118. Différentes recettes. J'allais dire 118 effectivement, mais... Et la meringue suisse, où là, je dirais qu'elle est même montée sur un bain-marie. Et du coup, c'est une meringue beaucoup plus dure, beaucoup plus croquante, je dirais, parce qu'elle est vraiment cuite au bain-marie en même temps qu'on la monte, quoi. Et la meringue suisse, c'est celle qu'on utilise en général pour faire des petits sujets. Quand effectivement on avait des petits champignons pour décorer une bûche, par exemple, c'est toujours de la meringue suisse parce que c'est très résistant. Très résistant. Et puis au pochage, elle se tient beaucoup. Et la meringue italienne, c'est celle qui est typique sur une tarte au citron meringuée, par exemple. Et puis ensuite, les macarons, on peut les faire soit en meringue française, soit en meringue italienne, ça dépend des écoles. Est-ce qu'on les laisse sécher avant de les enfourner ou non ? Exactement. Oui. On verra ça quand on parlera de macarons. Et du coup, alors vous ? Alors du coup, nous, c'est une sorte de meringue française. Donc, avec un certain nombre de petits secrets et de tours de main qui font qu'effectivement, elle est particulière. Ah, ça, on va vous les garder. Aussi bien dans la façon dont on la monte que dans le petit bouquet d'épices secret qu'on met dedans, qui lui donne un petit goût particulier. Mais j'ai aussi édité un livre il y a 3 ans dans lequel j'ai donné ma recette de meringue, pas celle de la meringuée, qui est une recette adaptée à du matériel professionnel, mais celle qu'on peut faire chez soi. Donc, dans mon livre, il y a la recette de ma meringue. Ouais, c'est génial. Il a été publié aux éditions de La Martinière et c'est le livre que tu aurais aimé avoir quand tu t'es lancé, quand tu as commencé à faire des pavlovas, c'est ça ? Exactement, parce que en fait, vous qui vous êtes reconverti, quand on n'est pas professionnel, finalement, il y a un certain nombre de gestes qui changent la vie quand on réalise de la pâtisserie chez soi. Je pense à lever des suprêmes. Tant qu'on vous a pas montré le geste, c'est hyper compliqué. Et puis, il n'y a rien de meilleur qu'un suprême sans avoir les petites peaux. Totalement. Du coup, le suprême, c'est les quartiers de l'orange ou des agrumes. Absolument, auquel on a retiré la peau qui finalement est pas agréable quand on la mange. Et donc dans mon livre, effectivement, au début, j'ai montré quelques gestes techniques, comment on tient une poche,
quelle est effectivement la texture de la meringue en fameux bec d'oiseau sur le fouet, donc ça veut dire que la meringue elle est juste ferme comme il faut. Comment on lève des suprêmes, donc ces fameux quartiers d'orange ou de pamplemousse ou d'agrumes, ou comment est-ce qu'on dresse une pavlova, sachant que nos pavlovas on les dresse comme des jardins à l'anglaise, donc avec quelque chose qui est assez volontairement désorganisé, mais qui quand on donne un résultat qui est vraiment très 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 joli, et c'est toujours raté quand on veut faire symétrique et jardin à la française, toujours. C'est vrai ça, c'est pas faux. Moi j'ai une petite question parce que je profite de ta présence pour une petite leçon d'entrepreneuriat. Oh là. Alors. Une leçon carrément. Oh là, en quoi suis-je légitime sur le sujet? Eh ben, écoute, il y a déjà 4 boutiques de la Meringuet et une petite marque de café éthique indien Araku dont tu t'occupes, donc je pense que tu peux répondre à 2-3 petites questions. Ma première c'est, donc quand vous avez commencé la Meringuet, tu nous as montré le premier petit labo. On a vu également que maintenant le labo s'est agrandi, qu'il est bien plus adapté à fournir les 3 boutiques pour que la qualité de la meringue soit toujours la même, car oui, souvent c'est comme ça que ça se passe pour que le produit soit régulier et ça n'a rien d'anormal. Quand vous avez lancé la Meringuet, est-ce que vous imaginiez déjà ces perspectives de développement? Est-ce que vous voyez déjà le côté plusieurs boutiques? Première question. Ouais. Et deuxième question, 5 ans après, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Alors oui, on voyait en fait, dès le démarrage, on voulait faire plusieurs magasins. Initialement, on n'avait pas forcément réfléchi tout à fait comme ça. On s'était dit qu'on pourrait produire la meringue, peut-être pas dans toutes les boutiques, mais dans un certain nombre de boutiques. Et c'est vrai qu'on avait très envie de continuer à montrer la fabrication de la meringue en transparence. Maintenant, effectivement, ce qu'on a appris au fur et à mesure et dans la réflexion au moment où il a fallu ouvrir la 3e boutique, puisqu'en fait, quand on a ouvert la 2e, on continue à produire les meringues rue de Lévis. Donc il y avait une boutique mère, une boutique fille, pour le dire comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment essentiel de produire la meringue à un seul endroit pour maîtriser parfaitement sa technicité et sa qualité. Donc en fait, on a eu la chance de trouver un emplacement derrière notre boutique de la rue de Lévis, un peu caché au milieu d'immeubles haussmanniens, comme on l'a parfois à Paris avec des trucs assez incroyables, où on a aménagé un atelier de 150 mètres carrés, effectivement, en plein milieu de Paris. Ça va, un labo plutôt conséquent et agréable. Voilà. Et ta deuxième question, c'était... Qu'est-ce que vous referiez autrement? À quoi tu ne t'attendais pas? Qu'est-ce que je referais différemment? Alors, je pense que, comme ça, j'ai pas forcément un truc évident qui me vient, si ce n'est que ce qu'on essaye de faire, et probablement le truc sur lequel on essaye, mon mari et moi, donc mon mari est associé et moi, de faire tous les jours, c'est d'être agile et justement de pas considérer que les choses sont acquises et on n'a ni l'un ni l'autre de certitude dans la vie, des convictions, de la passion, tout ça, pléthore. Mais effectivement, être capable de bouger, de changer son fusil d'épaule, de voir les choses différemment, de profiter de... Alors, je pense, on est à nouveau confinés. On l'a été une première fois, une deuxième fois. On ne sait pas très bien quand est-ce que ça va s'arrêter, on va dire. Mais finalement, du premier confinement, on a aussi tiré des enseignements en apportant des produits complémentaires que nos clients apprécient et en étant... finalement, à la fois en ayant une vraie démarche de marque par rapport à la proposition qu'on apporte à nos clients, donc en étant cohérent par rapport à nos valeurs. Et nos valeurs, c'est de la simplicité. Je fais de temps en temps un parallèle en fait avec ce qui se passe dans le monde de la cuisine, où on a finalement les étoilés d'un côté et puis la bistronomie de l'autre. Moi, je suis plutôt une femme de bistronomie, parce que ce que j'aime dans la bistronomie, c'est la qualité de ce qu'on a dans l'assiette, qui n'a pas grand-chose à envier à la qualité des étoilés, mais la simplicité et la convivialité de l'environnement. Et c'est ça que moi j'ai eu envie qu'on fasse à la Meringuet, c'est-à-dire avoir quelque chose qui est extrêmement maîtrisé avec de très bons produits, mais pas la sophistication qu'on peut avoir dans des pâtisseries 3 étoiles, et quelque chose de probablement plus simple, plus chaleureux, plus convivial, parce que finalement quand on est entrepreneur, on y met aussi ses tripes. Voilà, donc, Et alors du coup, là tu parlais du partage que tu voulais insuffler avec eux, et de ce côté-là, et est-ce que dans ce cas-là, parce que Clémence a posé les questions un peu entrepreneuriales, moi je vais rester sur le côté gourmandise et sur les pâtisseries. C'est toi le gourmand de la bande. Oh. Oui, c'est lui. Je pense qu'on peut s'attribuer tous les deux cette casquette, on peut la partager. C'est comme toi qui as fini tous les gâteaux. C'est un peu... Enfin, voilà, je dis rien. Je veux pas dénoncer, mais tu as fini la pavlova à la bergamote. Voilà. Ah oui, c'est vrai, mais voilà, elle était vous trop avez bonne. les coulisses. Oui, pavlova, crème bergamote, et je me rappelle plus... Coin confit et clémentine. Coin confit et clémentine. Voilà, on vous la recommande, elle est très bonne, on vient de la déguster, elle est fabuleuse. C'est vrai que j'ai fini ça. Voilà, reprenons. Plutôt que de faire saliver tous les gens qui nous écoutent.
Est-ce que quand vous avez commencé, vous avez fait des individuels directement ou vous vouliez à la base faire que des grands gâteaux? Non, on avait fait les formats qu'on avait fait au démarrage étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Ok. On avait fait individuel, 4 personnes, 6 personnes et 8 personnes. La chose qu'on n'avait pas créée au début, c'était un format entre guillemets bûche pour Noël. Ouais, bah, je voulais en venir là. Donc effectivement, le premier Noël, on n'avait que des formats ronds. Et effectivement, nos clients, en tout cas une partie d'entre eux, souhaitent avoir une bûche sur leur table de Noël. Et donc la deuxième année, on a fait une pavlova avec une pochée en forme de bûche, donc en longueur en fait, qui a beaucoup plu effectivement à nos clients. Et puis la quatrième année, on a mis au point une meringue roulée, qui effectivement, elle, a une forme de bûche plus traditionnelle. Vraiment, ouais, une bûche roulée, comme on pourrait l'imaginer très traditionnellement, sauf que au lieu que ce soit une biscuit génoise ou autre, d'ailleurs, un biscuit roulé, c'est de la meringue. Exactement. Donc la meringue est cuite différemment, elle reste moelleuse et on la roule comme une génoise. Mais ça, c'est fascinant. Hein. Ouais. C'est très technique. Non, mais moi, je m'en remets pas, en fait, que ce soit pas un biscuit Joconde ou quoi. Enfin, comment c'est possible? Alors, on est entouré. Moi, effectivement, je suis pas pâtissière à la base, donc je suis une pâtissière du dimanche, ayant appris quelques bricoles, mais voilà. J'ai un chef pâtissier, effectivement, qui nous a rejoints depuis que ma petite cousine est partie s'installer en Lozère. Donc précédemment, c'était votre petite cousine là, qui était chef? Ouais, en fait, quand on a démarré, c'était avec ma petite cousine et qui venait effectivement, alors qui avait fait Ferrandi aussi, mais qui venait plutôt du monde du salé. Donc je pense que ça a aussi contribué à donner une personnalité à nos recettes, qui fait qu'on est sur certaines à mi-chemin entre le salé et le sucré. Et d'où aussi les infusions de crème, tous ces process qui sont les assaisonnements que vous utilisez, le bouquet d'épices. Ouais, carrément. Exactement. C'est quand même des process qui viennent du monde de la cuisine. Exactement. Donc elle a contribué, on a toutes les deux donné la personnalité gustative et esthétique à nos pavlovas ensemble, et puis ensuite elle est partie faire autre chose, comme elle me l'avait dit dès le début. Et donc en fait nous a rejoint un pâtissier qui est plutôt de ma génération, et qui a en fait fait de la glace, du chocolat, de la pâtisserie, qui a eu son entreprise, qui a habité 10 ans au Maroc. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment... qui a une super expérience et a une technicité absolument incroyable. Et donc, à chaque fois que j'ai une idée, il me regarde et je sais que 8 jours plus tard, il va me sortir un truc et qui va avoir atteint... par exemple, on a toute une collection de macarons traditionnels façon macaron de Nancy. Donc lui, il a grandi à Nancy et il a passé 10 ans au Maroc. Donc dans les macarons façon macaron de Nancy qu'il a mis au point, il y a un peu plus d'amandes que dans les macarons de Nancy, un peu moins que dans les macarons de Saint-Jean-de-Luz. Ils sont hyper moelleux, parce que le macaron c'est de la meringue, finalement, dans lequel on met de la poudre d'amande. Ça fait sens. Et il en a fait une version avec un petit peu de zeste d'orange, un petit goût de corne de gazelle. Et là, on est parti au Maroc. Et on peut juste avoir son nom? Il s'appelle Nicolas Bouillard. Ok. Bah voilà, le chef pâtissier du coup de la meringue. Bah non, il est super fort techniquement. Hein. Il est absolument incroyable. Et effectivement, la façon dont on a cuit la meringue, alors la pavlova roulée aussi, si tu as vécu en Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans quelques recettes. Donc en fait, c'est moi qui suis allée fouiller, qui lui ai trouvé une recette. Puis il a regardé, évidemment il n'a pas fait ce qu'il y avait dans la recette, mais ça lui a donné les idées pour effectivement résoudre la problématique technique. Bon, c'est vrai que moi, en Nouvelle-Zélande, en revanche, l'histoire racontée était que la pavlova était tout à fait un dessert kiwi. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a toutes ces images de pavlova avec des fruits rouges pour l'hiver et la fin de l'année, c'est parce que de ce côté du globe, c'est l'été. Absolument. Donc, c'est les fruits qui conviennent. Vous, elles sont à quoi comme fruits, vos pavlovas de Noël? Alors cette année... puisqu'en fait on change tous les ans, on en a 2 qui reviennent tous les ans, mais une nouvelle aussi chaque année. Donc, alors les incontournables, une crème de marron, crème fouettée nature, quartier d'orange fraîche, zeste d'orange confit, morceaux de marron glacé et copeaux de chocolat. Oh là là. Les quartiers d'orange fraîche allègent le tout, elle est dingue cette recette. Elle s'appelle Sophie. Oui, parce qu'elles ont toutes des prénoms de filles. Nos meringues. Un peu désuet. Alors celle-ci est une exception, mais notre recette star, crème fouettée citron vert, framboise et fruits de la passion, elle s'appelle Pélagie. Et parce que c'est le siècle de la meringue, et parce que je pense que j'ai assouvi mon envie de fille, parce que nous on a 3 garçons. Ça c'était. C'est très drôle, c'est parfait. Et donc maintenant tous les prénoms de filles que j'ai pas eu en fait sont dans nos meringues. Mais finalement toutes ces petites meringues c'est aussi vos petits enfants. Par certains côtés, oui. La deuxième recette effectivement c'est une recette plus exotique avec une crème fouettée au yuzu avec un petit peu de miel, de la mangue, du fruit de la passion, de l'ananas et juste quelques groseilles pour la couleur. Et donc celle-ci elle s'appelle Olympe. Et alors celle de cette année
J'avais envie de chocolat. Donc, nous avons recouvert notre meringue d'une petite coque de chocolat noir, dessus de la crème fouettée à la fève tonka, de la ganache chocolat noir, des poires, des noix de pécan, des noix de macadamia et des petites bâtonnets d'amandes. Elle est à la fois, c'est là où notre chef a réussi la prouesse d'arriver à avoir une pavlova avec du chocolat, avec la puissance du chocolat, mais toute la légèreté de la pavlova. Voilà. Donc elle s'appelle Astrée. Et bah là sur le papier ça paraît hyper gourmand, ça donne plutôt envie. Ouais. Et alors là on parle des pavlovas en rond ou de la pavlova roulée en bûche? Elle va être déclinée dans les deux formats. Donc elle va être en rond, en bûche pavlova, c'est-à-dire en meringue en longueur, roulée, et puis on a même fait une version sur commande en étoile, d'où Astrée. D'accord, bah dis donc, c'est très, très réfléchi tout ça, et franchement ça donne plutôt envie. Moi j'avoue que ça faisait un petit moment que j'avais pas été, et de retrouver ces desserts hyper légers, ça fait du bien. Franchement, très peu sucré, très léger, moi j'aime beaucoup. Et je pense qu'on a fait un joli tour. Je pense qu'on a fait un bon petit tour là de la meringuée. Et de cet esprit un peu que vous avez voulu transmettre à travers ce joli projet qui se développe très bien. Ouais. Donc franchement, ça nous fait plaisir de le mettre en valeur. Et puis pensez-y pour les fêtes de fin d'année parce que c'est parfait à la fin d'un repas de Noël. Confiné ou pas, j'ai pas très envie de nous porter la poisse, mais si ça arrive, il faut dans tous les cas se faire plaisir et se rendre heureux. Je ne connais pas d'autre moyen qu'avec une meringue qui fond en bouche, une crème fouettée et la fraîcheur du fruit, donc franchement... Ouais, parce que tu nous disais au tout début d'entretien du coup que quand t'as élaboré, quand vous avez eu cette idée, tu faisais tes recettes et que tes convives voulaient toujours une deuxième part, c'est l'avantage de la pavlova, c'est que c'est vraiment très léger, donc on peut manger une deuxième part, et même une troisième part. la pavlova tout seul. Mais du coup, pour terminer, on a des petites questions qu'on pose à tous nos invités. Et c'est la première, quel est ton premier souvenir sucré? Parce que, bon, on a cru comprendre avec ton parcours que tu avais flirté avec le monde de la gastronomie en salé et en sucré, mais ton premier souvenir sucré, c'est quoi? Alors j'en ai deux. La tarte au citron de ma grand-mère, qui était une tarte au citron assez dingue, et vous retrouvez mon goût pour l'acidité, effectivement le côté acidulé des agrumes. Et la deuxième, c'est effectivement les meringues de mon pâtissier en Dordogne, qui faisait en particulier un vacherin aux noix absolument incroyable, Oh là là. qui a été notre dessert de mariage. Et je faisais le concours de meringues avec mon grand-oncle qui amenait les meringues du pâtissier, puis moi j'en mettais dans mon four. À l'époque, j'avais une dizaine d'années. Ah oui, d'accord, donc vraiment... en fait, la meringue est ancrée depuis toujours. Ouais, je crois en fait. Mais donc c'est hyper cohérent. Bah ouais. Attends, c'est même ton gâteau de mariage, c'est quand même fou. Et on a la recette, et il m'a donné la recette qui est dans mon livre. Oh, Ok. wow. Mais du coup, le vacherin, vous avez jamais voulu tenter? Alors si on en a un effectivement pendant l'été, en partenariat avec une très jolie société qui s'appelle le Bac à Glace, qui a et Julien qui a repris le Bac à Glace en fait, qui a été fondé par son arrière-grand-père. On a mis au point un vacherin ensemble. Donc Oui, on a pendant l'été. Du coup, le vacherin, c'est une pâtisserie à base de meringue et de glace. Exactement, il y a de la crème, Peut-être pas. de la crème chantilly, de la meringue et de la glace. Ouais. Du coup, c'est plutôt malin d'en faire un. Avec votre expertise. Et du coup, la deuxième question, la deuxième recette, voilà. Pas encore, moi, je veux pas déjà encore. faire des recettes de pavlova. Non, la deuxième question qu'on a, c'est est-ce que tu as des adresses un peu coup de cœur, un peu sucrées comme salées d'ailleurs, à communiquer et à partager aux gens qui nous écoutent? Alors, la première qui me vient à l'esprit, c'est un petit restaurant qui est rue de Lévis, qui s'appelle Les Résidents, qui est un de mes chouchous. Ils invitent en résidence des cuisiniers. La première fois que j'y suis allée, il y a 3 ans, ils avaient en fait un jeune couple. Lui venait du Bénin et elle de Corée. Elle était pâtissière et lui cuisinier, et c'était juste incroyable ce qu'on avait dans l'assiette. Et alors vraiment ils sont hyper sympas. C'est avec à la fois de la créativité, tout en étant beaucoup de légèreté. Enfin vraiment j'aime énormément leur cuisine. Dans une version un peu plus traditionnelle, une brasserie effectivement au pied de chez moi qui s'appelle Brigitte, où aussi ils font tout est bien fait, tout est bien cuit, les poissons sont, c'est super bon. J'ai un prénom de femme. Ouais, exact. C'est vrai que j'ai pas appelé une de mes meringues Brigitte. Et alors? Et alors, pourquoi pas? Une meringue à hommage. Autre coup de cœur, alors vous allez, mon copain Gilles Marchal. Alors, si vous n'avez pas goûté un chou à la crème de Gilles Marchal dans votre vie, en fait, c'est pas possible. Voilà, Le message est clair. Il faut y aller. Il faut y aller. Et la vie peut commencer à 27 ans? Oui. Bon, ça va alors. Bon, super. Bon, oui, et puis une autre adresse qu'on peut recommander, nous, c'est de passer un petit tour dans les 4 boutiques du coup de la Meringuée. Voilà, vous restez ouvert pendant le confinement?
Carrément, plutôt 2 fois qu'une, 7 jours sur 7. Ah oui, 7 jours sur 7. Et ouais, c'est une période particulière. On s'en serait bien passé, effectivement. Voilà, donc merci beaucoup Marie. En plus, elle nous a donné du salé, du sucré. Franchement, il y a tout pour nous faire un joli petit repas. Ouais. Et pour nous mettre un peu de baume au cœur en cette période un peu compliquée. Mais on va espérer passer quand même de bonnes fêtes de Noël. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'on soit déconfiné. Ah oui, Voilà, qu'on soit déconfiné. Nous aussi, Qu'on se le souhaite à tous. on souhaite tout ça. Super. Bon, bah merci Marie, à bientôt. Bah oui, merci beaucoup, merci pour ton temps. Merci Clémence, merci Vincent, c'était super. Avec plaisir. Et voilà, on espère que cet épisode vous aura plu et surtout, si l'échange vous a mis l'eau à la bouche et si vous avez envie de goûter ces fameuses pavlova, et bah on a exactement ce qu'il vous faut. Et pour ça, rendez-vous sur Instagram. Et oui, rendez-vous sur Instagram car à partir de vendredi, donc ne tardez pas, on aura un petit concours pour vous faire gagner notamment des meringues ou alors un livre pour réaliser des pavlovas chez vous. On vous laisse voir tout ça sur Instagram, donc l'envers-du-bas dessert. Vous pouvez également découvrir ce qu'est la meringue et toutes les variétés qu'ils proposent sur leur compte Instagram. La meringue tout attaché. Et puis bien sûr, si vous avez envie de nous soutenir, il vous suffit de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, de nous laisser un petit commentaire. Vous pouvez même, attention, vous inscrire à notre newsletter sur notre site l'enversdudessert.com. Vous y retrouverez tout un tas d'articles, des nouveaux qui arrivent très bientôt. Ouais. Et vous pouvez enfin vous abonner sur les plateformes d'écoute préférées. Et enfin, on termine en remerciant 12, l'artiste qui nous fait les musiques et le mixage de nos épisodes. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.